Bonsoir, voici les titres de ce journal. Le sénateur John Glenn, 77 ans, et 6 autres membres de l'équipage de la navette Discovery dans quelques instants en direction de l'espace et en direct. Pendant les vacances scolaires, le ministre Claude Allègre décide d'un allègement des programmes au lycée et renforce les disciplines fondamentales. Les représentants des formations politiques membres de l'Alliance ont désormais un siège commun. Monsieur Philippe Seguin, président du RPR, membre de l'Alliance, est notre invité. En Afrique du Sud, la commission Vérité et Réconciliation remet son rapport au président Mandela et détaille les violations des droits de l'homme dans les deux camps. Centre spatial Kennedy à Cap Canaveral en Floride, aux États-Unis. Cet après-midi, heure française, les 7 membres de l'équipage de la navette Discovery sont entrés dans la cabine. Ça fait un peu plus de 2 heures qu'ils y sont. Ce serait presque de la routine s'il n'y avait parmi les 7 un sénateur de 77 ans qui fut le premier Américain à tourner autour de la Terre en 1962. John Glenn, à lui tout seul, fait l'événement de ce énième lancement de navette. Dans quelques secondes, je crois, en direct, Patrice Pellet, vous êtes à Cap Canaveral. Nous sommes à Cap Canaveral où en ce moment vous pouvez voir la salle de contrôle. Oui. Le directeur des vols s'entretient directement donc avec le commandant Brown et il a tout à l'heure prononcé la phrase qu'attendait l'équipage. Il a dit « Vous êtes go for the flight », c'est-à-dire que tout va bien, vous êtes prêts pour le démarrage. Alors ça veut dire qu'en fait les milliers de personnes qui s'occupent de ce lancement sont toutes prêtes. Les pistes d'atterrissage en cas d'urgence en Guinée, au Maroc, sur la base Edwards en Californie, ou même ici à Cap Kennedy, sont prêts à recevoir la navette s'il y avait un problème. Et pour le moment, tout va bien. Et comme vous l'avez dit, à bord se trouve le sénateur, l'astronaute John Glenn, 77 ans. C'est un grand moment pour lui, c'est un grand moment aussi pour l'Amérique, car à 77 ans, il va réaliser son rêve, c'est-à-dire revoler. Il avait déjà volé en 1962, il avait fait un vol d'à peu près 4 heures, 4 heures et demie, il avait fait 3 tours de terre. Il était revenu sur Terre et John Glenn était devenu un héros. Alors sur cette image, vous voyez l'orbiteur Discovery. Regardez bien cet orbiteur, un magnifique engin spatial. Imaginez un peu le poids de cet engin, c'est 2400 tonnes. C'est un poids considérable qu'il va falloir arracher du pas de tir. Il n'y a pas eu de répit dans la préparation et dans le décompte, tout s'est bien passé jusque-là? Jusque-là, tout se passe bien. Il faut dire que depuis longtemps, la machine américaine est bien rodée. Tout le monde sait parfaitement ici ce qu'il a à faire. L'équipage s'entraîne surtout pour le commandant de bord depuis plus de 2 ans. John Glenn a eu un entraînement un peu plus réduit, seulement 6 mois, parce qu'on l'a simplement appelé au début de l'année. Et depuis 6 mois, il s'entraîne uniquement pour sa mission à lui, c'est-à-dire qu'il a un rôle quand même relativement infime et petit à bord, c'est-à-dire qu'il est ce qu'on appelle spécialiste de la charge, spécialiste de la soute. Alors il aura à cette occasion, vous voyez Discovery en ce moment, le cordon ombilical qui amène l'équipage qui se sépare de la navette Discovery, c'est donc que le tir va avoir lieu dans quelques instants. Donc John Glenn va revoler. Il va servir un peu de cobaye, car pour la première fois au monde, on va pouvoir étudier un homme d'un certain âge, pourrait-on dire, soit 77 ans, en état d'apesanteur. C'est une grande première. On va faire différentes expériences sur lui, des expériences sur la décalcification, sur l'étirement des muscles. On va aussi étudier son rythme de sommeil. C'est une question qui préoccupait la NASA depuis des années, car il va falloir un jour que nous allions un peu sur les planètes éloignées. Admettons que nous pourrions aller sur Mars, il faudrait près de 8 mois pour l'aller, 8 mois pour le retour. Et on imagine que des gens d'un certain âge pourraient participer à de longues missions. Voilà pourquoi Glenn se trouve à bord. Patrice, avec lui, il y a donc 6 autres membres d'équipage. Il y a une femme, une japonaise aussi. Alors il y a une japonaise donc qui s'appelle, pardonnez-moi l'expression, le nom est un peu difficile, Chiaki Mukai. Oui, j'aurais pas dit mieux. Chiaki Mukai, elle est médecin. Elle est médecin, elle s'occupe d'un organe bien spécial, c'est-à-dire le cœur. Elle s'occupe du cœur et tous les problèmes du cœur. Et elle a été choisie par la NASA pour étudier donc le cœur de Glenn, en particulier en état d'apesanteur. C'est son premier vol et ça sera le premier vol d'une astronaute pour le Japon. C'est donc pour ce pays une étape importante. Je vous signale aussi qu'il y a un jeune spécialiste aussi de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle Pedro Duque, qui est espagnol, qui est un jeune et dynamique astronaute, qui est aussi charmant, ce qui ne gâte rien au tableau, et lui aussi fait partie de ce vol. Et il pourrait être le fils de John Glenn, je crois.
Il pourrait être le fils parce qu'il est pratiquement né le jour où John Glenn a fait son vol en 1962. C'est le plus jeune de l'équipe. Il a pour le moment 36 ans, rendez-vous compte, 36 ans. Et de l'autre côté, John Glenn, 77 ans. Oui. Alors, dans combien de secondes maintenant le départ? Eh bien, écoutez, moi, à ma montre, on est presque dans la dernière minute. Oui, et à la montre de la NASA, ça donne combien? Eh bien, écoutez, à la montre de la NASA, on est à peu près 40 secondes du départ. Moi, j'en suis... Alors, on va regarder ça avec vous en direct. La navette Discovery va rester combien de temps dans l'espace en orbite? Elle va rester 9 jours et à peu près une vingtaine d'heures. C'est un vol, disons, classique, qui n'est pas très long, qui ne devrait pas trop épuiser John Glenn, qui devrait faire en sorte... Vous disiez, Patrice, qu'il y a beaucoup de monde à Cap Canaveral, notamment le président Clinton qui a fait le déplacement. Alors, le président Clinton a décidé de venir. Vous savez, c'est un peu une situation exceptionnelle. Aucun président des États-Unis n'était venu ici. C'est un peu étonnant. Depuis plus de 30 ans, on se demande bien pourquoi, puisque vous savez que la nation américaine est une nation complètement tournée vers le spatial. Bon, on se demande pourquoi, mais les conseillers savent bien pourquoi le président est là. Il vient un peu pour se donner une autre image de marque après l'affaire. Il vient aussi pour conforter les demandes de la NASA auprès du Congrès et du Parlement, qui a besoin pour les futures missions d'avoir un budget supplémentaire. Je crois on parle notamment pour la Station spatiale internationale, mais aussi pour les expériences vers Mars et autres. Et c'est important que ce vol réussisse notamment. Absolument, la NASA a toujours besoin en quelque sorte de publicité. Plus on lui fait de pub, plus ça intéresse le public, plus ça intéresse les hommes politiques. Résultat, plus on donne de l'argent à la NASA. Le problème, c'est que les vols se succèdent assez bien et finalement, ces vols tombent un peu dans l'oubli au fur et à mesure que le temps s'écoule. Et la NASA n'a pas raté ce vol exceptionnel à John Glenn. Elle lui a proposé ce vol. Il faut dire que John Glenn a demandé pendant 36 ans, presque tous les jours, à revoler. Et cette fois-ci, eh bien, la NASA se sert de Glenn et Glenn se sert aussi de la NASA. Oui, entre-temps, il est quand même devenu sénateur. On avait même parlé de lui comme candidat à la vice-présidence du temps de Jimmy Carter. Et puis, il est revenu à ses amours et à sa première passion. Dans quelques secondes, je pense, le lancement de Discovery en direct. Donc, nous sommes en direct de Cap Canaveral en Floride. Et donc, à bord de cette navette Discovery, 7 personnes, dont un homme de 77 ans, ce qui est l'exploit principal de cette expérience aujourd'hui en direct devant vous. Dans toutes petites secondes, je crois, Patrice. Alors, John Glenn, malheureusement, ne verra rien au décollage, car il se trouve, lui, au pont inférieur. C'est-à-dire qu'au pont inférieur, il n'y a pas d'hublot, il n'y a pas de fenêtre. Glenn ne verra il ne voit rien du tout, lui. Il ne verra rien du tout. Il ne verra pas la tour de contrôle défiler, c'est-à-dire passer devant les fenêtres comme le commandant de bord, son adjoint, et puis, bien sûr, Scott Parazinski, qui se trouve un peu à l'arrière. Lui ne verra rien, il va simplement subir le décollage. Comme il a un rôle mineur, eh bien, les gens qui ont un rôle mineur, malgré son titre de sénateur, sont mis au pont inférieur et Glenn a décidé de suivre le règlement. Il est au pont inférieur, il est un peu dans la cale, il est un peu à la cave comme on dit, et il ne verra rien. Alors nous attendons le décollage de la navette, de Discovery. Je ne sais pas ce qui se passe, ça m'a l'air un peu long. Oui. J'entends le contrôleur... pour l'instant c'était bien, mais il ne faudrait pas que ça s'éternise. Il ne faudrait pas que ça s'éternise. J'entends le contrôleur de vol qui est en train de discuter avec l'équipage de Discovery. Pour l'instant, la météo est bonne, donc ce n'est pas un problème de météo, c'est juste un petit retard peut-être. Est-ce que le compte à rebours a été arrêté ou suspendu? Regardez, les 3 réacteurs les plus puissants du monde, ce sont ceux de la navette. En principe, ils devraient bouger dans quelques secondes. Ça indiquerait que le décollage va avoir lieu. Oui. En fait, c'est un départ de navette très banal s'il n'y avait John Glenn. Donc c'est pour ça qu'il y a énormément de monde et que nous sommes très nombreux, sans doute des centaines de millions, à regarder un petit peu partout dans le monde entier ces images de Cap Canaveral et en direct de Floride. Écoutez, oui, le temps doit sembler long à tout le monde. Tout le monde est sur le dos. L'équipage est sur le dos depuis maintenant plus de 2h30. Ils attendent dans cette position très très inconfortable dans leur combinaison de survie. Vous savez, les combinaisons oranges avec le casque. Je ne vois rien bouger ici à Cap Canaveral. Que se passe-t-il à Kennedy Space Center? C'est un peu long. C'est un peu long. Nous avons passé depuis longtemps 20 heures. C'était prévu à 20 heures pile, je crois. 20 heures, 0 minutes, 0 secondes. Aucune information. Le contrôleur de vol ne dit rien. Alors, où se trouvent les familles des cosmonautes actuellement? Ils sont isolés Alors, les familles se trouvent isolées. En fait, ils se trouvent précisément avec le président Bill Clinton
sur un grand building qui est reconnu ici, ça s'appelle le VAB, le Vehicle Assembly Building. C'est là que la navette est configurée avant le vol, c'est-à-dire qu'on dresse la navette à la verticale et on lui adjoint ce que vous voyez sur l'écran, c'est-à-dire le réservoir central qui est orange et puis les deux boosters. Et le président Clinton se trouve sur le toit de ce grand hangar. C'est une vue imprenable, paraît-il, parce qu'évidemment, moi je ne suis pas monté. Vous n'y êtes pas allé, non? Non, non, c'est très délicat de monter là-haut. C'est le plus grand immeuble terrestre du monde. Figurez-vous que 52 arcs de triomphe peuvent prendre place à l'intérieur de ce fantastique, de cet incroyable hangar. Très bien, Patrice, si vous n'avez pas d'informations supplémentaires pour l'instant, l'image est fort jolie et l'événement est intéressant, mais nous allons peut-être poursuivre ce journal. Poursuivez le journal et puis on va voir. Merci beaucoup du conseil et puis on vous rejoindra tout à l'heure. À tout de suite. À tout à l'heure, nous étions donc avec vous en direct de Cap Canaveral. En France, pendant cette semaine de vacances scolaires de la Toussaint, les travaux du ministre continuent. Monsieur Claude Allègre annonce un allègement des programmes permettant, selon lui, d'élever le niveau et de favoriser l'égalité des chances. Toutes les disciplines ne sont pas concernées, mais le contenu de la circulaire ministérielle, qui sera appliquée dès la rentrée du mardi 3 novembre prochain, insiste sur la nécessité de recentrer l'enseignement sur des disciplines fondamentales. Explication Jean Pézieux, Gilles Marinet et Pierre Moscovici. Le ministre de l'Éducation nationale avait annoncé en avril le principe de l'aménagement des programmes. C'est aujourd'hui qu'il rend public les premières mesures à travers un numéro hors série de son bulletin officiel. Les principaux changements concernent les matières scientifiques. En physique-chimie, les programmes seront allégés de 25%. Pour la physique, par exemple, en classe de première S, on supprime la rubrique historique de la machine à vapeur. Le temps gagné sera consacré à mieux étudier l'énergie nucléaire. Dans les sciences de la vie, les allègements devraient représenter 6 à 7 semaines pour chaque classe de la seconde à la terminale. En terminale S, par exemple, on réduira fortement l'immunologie, les connaissances nécessaires dépassant le niveau des élèves. Pour l'enseignement du français, le nombre de textes diminue ici aussi d'un quart. Exemple, en première L, sur les 4 textes de Victor Hugo prévus, 3 seulement seront étudiés. Dernier exemple, l'histoire-géographie. Le ministre demande aux enseignants d'abandonner les points de détail pour se consacrer aux idées essentielles. Une méthode qui est approuvée par une partie des intellectuels. Pour pouvoir les aider, les élèves, à maîtriser véritablement ces connaissances, à leur donner un sens, à les intégrer, il faut que nous, qui fabriquons les programmes, nous les adultes, eh bien, nous choisissions véritablement dans ces programmes ce qui est l'essentiel, ce qui est fondamental. Côté enseignants, les avis sont partagés. Pour certains, c'est l'égalité républicaine qui est menacée. Les gens qui auront besoin d'acquérir ces compléments éventuellement supprimés, ils chercheront à les acquérir ailleurs de l'enseignement. Et ils chercheront à les acquérir dans des établissements privés ou en faisant appel à des personnels indépendants de l'enseignement public. En attendant d'être discutés avec les enseignants, les aménagements proposés par le ministre entreront en vigueur dès le 3 novembre. Et puis il y a un peu plus d'une heure, au ministère de l'Éducation nationale, à Paris, une coordination lycéenne était reçue par des conseillers du ministre. Cette coordination nationale était venue s'enquérir justement de ces programmes allégés et elle a fait part de ses craintes à la sortie de cet entretien donc au ministère de l'Éducation nationale. Nous écoutons ces deux représentantes de coordination lycéenne. Une heure après, les lycéens s'exprimaient après donc l'annonce par M. Allègre de l'allègement des programmes. Dans le sens qu'une réforme véritable des emplois du temps. C'est-à-dire que, comme on l'a redit dans les revendications des lycéens et dans nos revendications, c'est qu'on attend plus une réforme sur les emplois du temps et la réforme sur les allègements des programmes, ça peut être bien si ça part dans ce sens-là. On ne veut pas un bac au rabais, on ne veut pas des examens au rabais, on veut avoir une certaine culture générale qui nous permette d'aller en faculté, on ne veut pas se retrouver perdu en faculté ou dans quelques examens supérieurs que ce soit, on veut pouvoir suivre dans les études supérieures et en même temps avoir un meilleur temps scolaire et une meilleure vie scolaire. Publication des chiffres de l'INSEE sur la consommation des ménages en France, progression au mois de septembre de 2% en produits manufacturés sur un an. Cette consommation a progressé de plus de 9%. Et puis d'autre part, le ministre Dominique Strauss-Kahn a annoncé la baisse des prix du gaz. Les tarifs du gaz baisseront de 2,5% pour les consommateurs et les PME à compter du 1er novembre.
Enfin, à partir du 12 novembre et jusqu'au 1er décembre, vous êtes invités, vous les automobilistes, à acheter la nouvelle vignette 99. Elle est bleue et son barème a été calculé selon des critères plus écologiques. Ainsi, le rabais de 30% dont bénéficiaient les modèles diesel disparaît. Son tarif, je vous le rappelle, varie selon les départements. Le même ministre de l'économie et des finances a donné le coup d'envoi de la privatisation du Crédit Lyonnais. Précisément, cela signifie l'arrivée d'actionnaires privés au capital de la banque et une introduction en bourse au cours du premier semestre 99. Cette banque publique, qui selon les propos de M. Strauss-Kahn a fait perdre beaucoup d'argent aux contribuables, aura connu 6 ans de crise. Après l'annonce de la privatisation prochaine du Crédit Lyonnais, l'ancien ministre François Daubert, membre de Démocratie libérale, a demandé que le noyau d'actionnaires retenu par le gouvernement soit constitué d'entreprises françaises. Sur le Crédit Lyonnais, son histoire, ses pertes et son avenir, explication de Jean-Paul Chapelle, Sébastien Vibert et Didier Rancoeur. Ce jour-là, on croyait que le Crédit Lyonnais ne s'en remettrait pas. Un incendie d'origine suspecte ravage le siège de la banque après des années de scandales financiers et 100 milliards de pertes cumulées. Ça, c'est le passé. Aujourd'hui, le Lyonnais se veut une banque presque comme les autres, bonne pour la privatisation, et n'a plus grand-chose à voir avec le Lyonnais des années 80. La séparation entre le Crédit Lyonnais et puis les différents actifs parfois mauvais qu'il a eu à gérer fait qu'aujourd'hui le nouveau Crédit Lyonnais est une entreprise qui va bien. Et d'ailleurs, tous les gens qui analysent le marché et qui le connaissent le décriront de telle manière lorsque l'opération sera lancée. Celle qui prétendait devenir la première banque du monde a été réduite de moitié. Elle s'est débarrassée de ses actifs pourris, comme on les appelle. En échange, elle a dû vendre aussi ses meilleurs morceaux à l'étranger. Il reste une banque moyenne, recentré sur la France. Il me paraît important que, compte tenu de l'argent des Français qui a été investi dans le Crédit Lyonnais, ça ne soit pas des intérêts étrangers qui en profitent. Donc que le noyau dur qui est prévu par le ministère, ce soit des entreprises françaises qui le constituent et pas des intervenants étrangers. L'État ne gardera que 10% du capital. Le noyau dur, ce seront des banques choisies l'an prochain pour détenir le tiers du capital. 10% réservé aux employés, le reste sera mis sur le marché boursier, la logique du privé sera alors totale et ça ne rassure pas les salariés. Aujourd'hui, on ne parle pas des 35 000 salariés du Crédit Lyonnais. Que vont-ils devenir dans ce schéma de privatisation? Quels engagements l'État va prendre ou les futurs actionnaires vont prendre pour préserver l'emploi au Crédit Lyonnais? Aucune référence sur le sujet. La privatisation mettra un terme aux déboires financiers, mais pas au travail de la justice. Près d'une centaine d'instructions judiciaires et plusieurs dizaines de mises en examen, comme celle de Jean-Yves Abrère, l'ancien PDG du Crédit Lyonnais. Aujourd'hui, les responsables du désastre ne sont toujours pas sanctionnés. En marge du dossier judiciaire du Crédit Lyonnais et de l'enquête de la juge Mme Eva Joly sur des détournements de fonds concernant une ancienne filiale de cette banque, M. Jean-Claude Bras, actuel président du club de football du Red Star, a été écroué pour refus de payer une caution de 10 millions de francs. M. Bras avait été mis en examen pour abus de biens sociaux dans le cadre de cette enquête sur une filiale du Crédit Lyonnais. Au Havre, en Seine-Maritime, manifestation aujourd'hui de plusieurs milliers de personnes venues appuyer les salariés des chantiers navals. La décision de fermeture de ces chantiers est très durement ressentie dans cette ville du Havre qui espère qu'un repreneur crédible aux yeux du gouvernement peut encore se manifester et ainsi éviter la suppression de 2000 emplois directs ou indirects. Alors peut-être peut-on retourner, Pascal Guimier, en direct à Cap Canaveral, car je crois qu'actuellement on est en train de dégager le haut de la navette Discovery. Patrice Pellet, il y a eu 2 brefs arrêts du compte à rebours. Est-ce qu'on connaît une explication à ce retard? Écoutez, la NASA est elle n'a pas donné d'explication compréhensible. Elle a simplement dit que le compte à rebours était arrêté 2 fois de suite. Vous voyez, pour le moment, le bras qui est chargé de remplir le gros réservoir central qui se retire. On avance lentement vers un lancement. Va-t-on lancer Discovery dans 1 minute, dans 2 minutes? J'ai entendu le contrôleur de vol annoncer pratiquement dans la minute. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qui se passe? Personne ne sait. Vous savez que la fenêtre de tir est de près de 2h10, donc Discovery a de près de 2 heures avant pour pouvoir décoller. Donc que va-t-il se passer? J'ai l'impression quand même que le décollage est pour dans pas très longtemps, mais
Alors, il y aurait eu un avion, curieusement, qui se serait approché du pas de tir et donc il aurait été éloigné. Ce serait l'une des raisons de l'arrêt. Et puis donc, il y a eu 2 brefs arrêts et après, il faut remettre en marche le compte à rebours. Donc, c'est une procédure qui est un petit peu plus longue, effectivement. Mais pour l'instant, il n'y a pas, je dirais, d'incident technique ou d'aggravation quelconque à l'intérieur de la navette ou dans la salle de contrôle. Absolument. Pas d'informations sur ce thème. Il semble effectivement peut-être la proximité d'un avion, ce qui est un peu curieux quand même parce que l'espace aérien est particulièrement contrôlé, surtout aujourd'hui avec la présence du président Clinton. Ça paraît un peu bizarre. En tout cas, effectivement, de fait, on doit constater qu'il y a eu 2 arrêts. Discovery est toujours sur son pas de tir. 22 secondes avant le lancement. 22 secondes avant le lancement. Alors nous allons attendre en compagnie de M. Philippe Seguin, qui lui-même est passionné par ce lancement. Attention. Voilà. Eh bien écoutez, on regarde ça en direct. Allumage des 3 moteurs principaux de la navette. Et c'est les moteurs recherche de la gravité. Les boosters viennent de s'allumer. Regardez ce spectacle fantastique. Discovery est en train de s'arracher du pas de tir. L'Europe, l'équipage va passer à l'envers. Ils ont tous la tête à l'envers, y compris John Glenn. C'est-à-dire que maintenant, c'est le vol orbital proprement dit qui vient de commencer. Regardez cette image fantastique. Le sol tremble en dessous de moi. Tout tremble. Un bruit terrible se dégage. En ce moment, la navette passe à la verticale, en fait, du site de presse. Oh, c'est extraordinaire. Les vitres vibrent, les tables vibrent, le téléviseur vibre. C'est absolument magnifique. Regardez Discovery. L'engin spatial est en train de consommer en ce moment près de 4 tonnes de carburant à la seconde, ce qui fait quand même 240 tonnes de carburant à la minute. Et pendant le vol orbital qui va durer 8 minutes 30, l'engin spatial consommera 1900 tonnes en tout de carburant. Alors, combien? 2 minutes avant que les boosters se détachent, je crois que c'est ça, Patrice? Dans 2 minutes, les 2 boosters qui ne servent en fait qu'à arracher la navette du pas de tir vont se détacher. Je ne sais pas, ce n'ira jusqu'à 2 minutes. En tout cas, bon, voilà, ils vont se détacher. Et puis après, le réservoir principal, ça sera dans 8 minutes. L'équipage à la tête à l'envers, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que quand ils vont arriver dans l'espace, ils seront en état d'apesanteur. Et vous savez qu'en état d'apesanteur, il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas, on flotte dans l'espace. C'est un peu difficile à supporter. Merci Patrice. On y reviendra peut-être à la fin de cette édition. Nous avons donc suivi ce départ de John Glenn et de ses 6 coéquipiers dans la navette Discovery en direct. À Saint-Brieuc et plus précisément au cadran de Plérin dans les Côtes-d'Armor où l'on fixe le cours de la viande de porc, la colère des éleveurs de porc s'est accrue. Le cours du porc a encore chuté de 19 centimes pour s'établir à 5 francs 21 le kilo. La nuit dernière, quelques éleveurs étaient allés murer des bâtiments de l'État en Bretagne. Et puis une cellule de gestion de cette crise porcine s'est réunie avec le ministre Jean Glavany aujourd'hui. À Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, un attentat à l'explosif a endommagé une salle de spectacle. L'attentat visait le Stadium, un lieu où le 7 novembre prochain un concert de rock identitaire français doit être donné avec l'appui de la municipalité Front National. À Paris, première réunion du comité politique de l'Alliance. Dans ces nouveaux locaux, un appartement du 7e arrondissement où vont cohabiter Alain Madelin, Édouard Balladur, Alain Juppé, Philippe Douste-Blazy entre autres, ou encore Nicolas Sarkozy et Philippe Seguin. Il s'agit de faire vivre l'Alliance 5 mois après sa création et de préparer les prochains débats politiques et les échéances électorales. Alors, Monsieur Seguin, bonsoir. L'Alliance, c'est pour quoi faire? Qu'est-ce que vous avez vraiment de commun? J'énumère tous ces noms et puis à vous entendre souvent, on se dit ça doit être très discordant quand même, non? Il y a une grande diversité, c'est vrai, mais la diversité, elle n'est pas incompatible avec l'union. Lorsque nous avons décidé de faire l'Alliance, c'était au terme d'un triple constat. Un triple constat que faisaient les 3 formations qui constituaient l'opposition. Je les rappelle, démocratie libérale, présidée par Alain Madelin, l'UDF, présidée par François Bayrou, et le RPR, que je préside moi-même. Ce triple constat, quel était-il? C'était, premièrement, que nous ne pouvions gouverner qu'ensemble. Deuxièmement, que nous ne pouvions conquérir le pouvoir qu'ensemble. Et qu'en conséquence, le plus tôt nous travaillerions ensemble, le mieux ce serait. Ça répondait d'ailleurs à une attente de nos électeurs actuels et nos électeurs de demain, nos électeurs potentiels. Eh bien aujourd'hui, ils ont satisfaction. L'Alliance est en place. Depuis 5 mois, nous avons travaillé à cette mise en place. Aujourd'hui, elle a des locaux, comme vous l'avez dit, elle a des moyens,
elle a des instances, elle respecte l'identité de chacune de ses composantes, mais l'opposition, désormais, est unie et organisée. Mais alors, vous conviendrez, Monsieur Seguin, que depuis 5 mois, vous avez souvent donné l'image des unions, de couacs. Le dernier, c'était le Sénat, l'élection au Sénat. Sur l'Europe, vous n'êtes pas d'accord. Attendez. Il y a beaucoup de choses qui montrent qu'en fait, il y a du travail encore à faire. Il ne faudrait pas, M. Sérillon, que lorsqu'il y a de la diversité dans la majorité, on s'extasie sur cette richesse que ça constitue. Le pluriel serait bien d'un côté, mais il ne serait pas de l'autre côté. Lorsqu'il y a diversité chez nous, on dit que c'est très mal. Non, la politique est ainsi faite, et les problèmes du monde sont tels qu'aujourd'hui, il est très difficile d'avoir des solutions clés en main. C'est bien la raison pour laquelle des gens plus savants que moi parlent de déclin des idéologies. C'est le déclin des systèmes clés en main, des systèmes tels le marxisme, qui avaient réponse à tout. Vous aviez un problème, vous aviez la réponse, tout était prêt. Donc, on ouvrait en clair, vous, RTR, vous n'avez pas réponse à tout, nécessairement, il faut discuter. Bien sûr, il faut discuter. Alors, il y a des cultures différentes, il y a des approches différentes. Parce qu'entre le gaullisme et le libéralisme de M. Madeleine, il y a quand même de sacrées différences, non? Il y a des différences, elles sont incontestables. Et pour l'Europe, par exemple, pour l'Europe, vous allez faire comment? Il y a des différences, eh bien, il faut essayer de voir si ces différences sont insurmontables. Je ne crois pas qu'elles le soient. Parce que souvent, ces différences sont le fruit de malentendus et résultent de l'insuffisance. Il y a un moment où il faudra une tête de liste pour les élections européennes, par exemple. Avant, chaque chose en son temps, vous allez me dire. Sur la tête de liste, on s'entendrait certainement très facilement. Si vous ne l'êtes pas, vous serez quand même sur la liste, on s'entendrait certainement très facilement. Non, l'essentiel, c'est d'avoir ce qu'on veut en matière européenne. Bon, nous avons dit ce que nous voulions. Nos amis de démocratie libérale, nos amis de l'UDF sont en train également d'y réfléchir. Bon, nous, que voulons-nous? Nous voulons une Europe qui assure sa propre sécurité, une Europe qui ait un rôle politique autonome dans le monde, une Europe qui défende un modèle de société, un modèle culturel qui lui soit propre, mais lequel, et une Europe qui représente... Je vais vous dire, monsieur Sérillon, je vais vous dire, au risque de vous étonner, moi je suis sidéré par l'enthousiasme avec lequel nous acceptons, nous accueillons la tradition Halloween. D'où ça sort, ça, Halloween? Eh bien, je vais vous dire ce que c'est. Je ne m'attendais pas à ce que vous me parliez. Je vais vous dire ce que c'est. C'est un effet de ce mouvement d'uniformisation du monde, d'uniformisation culturelle, qui, à nos yeux, est un danger. Le monde, il est riche, et l'Europe en particulier, sont riches de leur diversité. Et nous voulons que cette diversité soit maintenue. À cet égard, l'Europe est un moyen de sauvegarder notre langue, notre manière d'être, notre culture en un mot. Alors je reviens sur des différences, pardon, entre vous, mais sur le cumul des mandats. Vous avez montré l'exemple. Vous avez abandonné votre mairie d'Épinal, et Dieu sait si quelques concitoyens d'Épinal se disent pourquoi il n'est plus là. Ce qui démontre bien que les Français sont souvent schizophrènes. Ils sont contre le cumul des mandats, mais contre le cumul des mandats vous avez dit, appliqués par leurs élus. Je suis contre le cumul des mandats, je me l'applique à moi-même. Oui. Ça n'a pas été le cas du Premier ministre. Lui, il est toujours Premier ministre. Il est conseiller général. Mais il a deux fonctions publiques. Moi, je n'en ai qu'une. Comment vous expliquez que le RPR au Sénat soit contre la loi? Mais il n'a jamais été contre la loi. Sur certains points, d'ailleurs, nous allons plus loin que le gouvernement. Enfin, il est en désaccord avec vous, on est en train de nous raconter, de nous monter un bobard, au terme duquel il y a d'un côté la gauche généreuse et éternelle qui est contre les cumuls, et de l'autre côté la droite exploiteuse et avide qui est pour les cumuls. Ça ne résiste pas une seconde à l'examen. Nous allons plus loin. Nous allons plus loin sur certains points que la majorité actuelle. Par exemple, sur les ministres. Rien n'est prévu pour les ministres. Or, moi, je fais ce soir une proposition très claire. On est ministre et on fait rien d'autre. Mais il n'y a, je le répète, aucune proposition s'agissant des ministres. Alors actuellement, sur quoi? On nous a parlé de référendum nécessaire. Ça porte sur soit mandat local et mandat national. Vous êtes favorable à ça? Non. Vous savez sur quoi porte la différence actuellement entre le Sénat et le gouvernement, et sur quoi on est en train de nous faire toute cette histoire? Nous disons qu'il doit être possible d'être à la fois, par exemple, député ou sénateur, et maire ou président de conseil général ou régional, et les socialistes disent on peut être à la fois député ou sénateur et adjoint au maire ou vice-président du conseil général ou régional. Il n'y a pas de quoi faire un référendum. Moi, je suis pour le système en cause, justement, en raison de mon expérience personnelle et en raison de ce que j'ai observé. Si on s'en tient au cumul du poste de député et du poste de premier adjoint au maire,
on va avoir des situations qui vont être des situations malsaines. Pourquoi? Parce que le premier adjoint ex-maire continuera à régenter la mairie. Il vaut mieux que les choses soient claires. Merci, Monsieur Séguin. Merci, c'est sérieux. Deuxième journée de la visite officielle du président Jacques Chirac en Suisse. Le chef de l'État était à Zurich où il a appelé à un traitement social de la crise financière mondiale. Pour le chef de l'État, la crise fait basculer dans la pauvreté des populations qui venaient à peine d'en sortir. À Madrid, en Espagne, depuis cet après-midi, la principale instance pénale espagnole, l'Audience nationale, examine la validité des enquêtes menées par les juges espagnols sur les crimes commis au Chili sous la dictature du général Pinochet. On se souvient que le juge Baltasar Garzón avait obtenu l'arrestation du général Pinochet le 16 octobre dernier à Londres en s'appuyant sur un dossier de disparition de citoyens espagnols. On devrait savoir demain matin s'il garde les coups des franges pour obtenir l'extradition du général chilien. À Madrid, pour France 2, Dorothée Olyric, Alain Locachio. Le collectif anti-Pinochet manifeste chaque jour depuis l'arrestation de l'ex-dictateur. Il voulait que le peuple espagnol soutienne aujourd'hui le peuple chilien, mais il y a à peine plus de 100 personnes devant l'audience nationale. Dans la file d'attente, beaucoup d'avocats, l'affaire est hors du commun. J'espère que le tribunal va se déclarer compétent. Cela créerait un précédent parce que la procédure pourrait continuer avec des mandats d'arrêt internationaux, le gel des comptes des responsables et il pourrait y avoir un jugement ici en Espagne pour génocide, torture, assassinat et toutes sortes de violations. L'homme qui est à l'origine de l'affaire Pinochet, c'est lui, le juge Garzón, et ce qui se joue à l'intérieur du tribunal, c'est sa demande d'extradition du général Pinochet. Dans la salle d'audience, sans caméra, les magistrats entendent les arguments contradictoires du procureur et des parties civiles. Pour le procureur, la justice espagnole n'est pas compétente. Pour l'accusation, il y a délit de génocide. Parmi ceux qui attendent, certains ont peu d'espoir. On n'espère pas grand-chose, parce qu'on s'aperçoit que la justice ne fonctionne pas bien. Un génocidaire comme Pinochet n'aurait jamais dû avoir l'immunité. Il n'y a pas de pardon, quel que soit son âge ou sa maladie. Les magistrats ont entendu pendant plusieurs heures le procureur et les parties civiles. Ils devraient se retrouver ici à l'audience nationale demain matin pour délibérer et rendre leur décision. Quelle que soit cette décision, elle est d'ores et déjà qualifiée d'historique car elle pourrait permettre à l'Espagne à terme de juger ou pas un dictateur chilien pour génocide, torture et terrorisme. Et pendant ce temps, à Londres, le général Pinochet a été transféré dans un hôpital où habituellement des personnalités, comme on dit, riches et célèbres viennent se reposer. Il a quitté la clinique privée où lui avait été signifié son arrestation. Il attend la décision de la Chambre des Lords pour savoir s'il pourra rentrer au Chili. Décision peut-être au début de la semaine prochaine. En Afrique du Sud, à Pretoria, la commission Vérité et Réconciliation, chargée d'examiner toutes les violations des droits de l'homme commises du temps de l'apartheid, a remis son rapport au président sud-africain Nelson Mandela. C'est ainsi toute l'histoire politique de l'Afrique du Sud, de 1960 à 1994, qui a été revue. Les victimes et les bourreaux sont nommés dans ce long travail effectué sous la présidence de Monseigneur Desmond Tutu, le prix Nobel de la paix. Commentaire Maryse Burgo. L'image est incroyablement symbolique. Lorsque Desmond Tutu remet ce matin son rapport à Nelson Mandela, il est à deux doigts de le laisser tomber, comme si le contenu de ces volumes était décidément trop lourd. Ces milliers de pages devaient pourtant réconcilier le peuple sud-africain. Elles recensent 20 000 témoignages entendus pendant 2 ans dans cette salle. Partisans et adversaires de l'apartheid se sont ici succédés. La commission Vérité et Réconciliation a entendu bourreaux et victimes, blancs et noirs ont ici exorcisé le passé pour mieux se pardonner. À l'image de ce prêtre, adversaire de l'apartheid, il perdit ses mains en ouvrant un colis piégé envoyé par les partisans du régime. Il a témoigné devant le tribunal et il a pardonné. Pourtant, Desmond Tutu, qui dirigea ses travaux de réconciliation pendant 2 ans, se dit aujourd'hui déçu. Je suis réellement triste. Déçu parce qu'au dernier moment, Frédéric de Klerk, ancien président et prix Nobel de la paix, a réussi à faire supprimer les passages le mettant en cause. Le rapport reste pourtant un réquisitoire sans concession sur le passé. Il ouvre même la voie à des poursuites judiciaires. Peter Botta,
ex-président pourrait ainsi un jour être jugé, de même que Winnie Mandela. Les méthodes des dirigeants de l'époque, tout comme celles de leurs opposants de l'ANC, sont montrées du doigt. Et même si la Commission n'a pas réussi à réconcilier tout le monde, elle aura au moins permis à l'Afrique du Sud d'affronter son passé. Un attentat à Gaza, attentat commis par un intégriste palestinien qui a tué un soldat israélien. Un autobus de ramassage scolaire était visé. M. Arafat a fait savoir à M. Netanyahou qu'il condamnait cet attentat. Et puis il a fait procéder par la police palestinienne à une série d'arrestations dans les milieux du Hamas. Depuis 9 mois, jour pour jour, un Français, Vincent Cochetel, employé par le Haut Commissariat aux réfugiés, est retenu en otage en Tchétchénie, en compagnie de Britanniques et de Néo-Zélandais. Aujourd'hui, à Tours, le comité de soutien, les amis et la famille de Vincent Cochetel ont rappelé que depuis 9 mois, ils attendent des nouvelles et ils espèrent qu'une action diplomatique ferme de la France pourra lui permettre de revenir. Pluie record et inondations dans l'est de la France. La nuit dernière, en Alsace et en Lorraine, un train a déraillé et des routes ont été coupées, des maisons inondées. Et les pompiers ont été très sollicités en Moselle et dans le Bas-Rhin. Laurent Romeshko l'a dit avant ce journal, l'état d'alerte a été levé en cours d'après-midi. Reportage en Moselle, Jérôme Soulard, Sylvain Gauthier. Sur les Vosges alsaciennes et Lorraine, il est tombé cette nuit jusqu'à 1 mètre d'eau en quelques heures, provoquant des glissements de terrain comme ici près de Saverne. À 118 km/h, le Paris-Strasbourg a déraillé, heureusement, sans graves conséquences. À Sarrebourg en Moselle, 80 personnes ont dû être évacuées pendant la nuit. L'eau est montée en moins d'une heure dans des dizaines d'habitations de la région. Par terre, tout. Oh Seigneur. Bon, je vais juste prendre des affaires à ma fille. Le nord de l'Alsace n'a pas été épargné. C'est venu, je vous dis, dans un quart d'heure, ça a monté de 50 cm, 50-60 cm. Des dizaines de maisons là aussi inondées par un petit ruisseau devenu subitement une rivière presque dangereuse. Et si la décrue semble avoir commencé cet après-midi, on attend avec une certaine inquiétude l'arrivée d'une deuxième perturbation sur le massif vosgien, annoncée pour demain. Voilà, puis dernières images de ce journal, des images venues de Nouvelle-Zélande, tournées sur une plage de l'extrême sud de ce pays. Regardez, 300 baleines ont échoué sur cette plage. Les baleines ont l'habitude de migrer par centaines de façon saisonnière et lorsqu'elles échouent sur des plages, c'est l'hécatombe. Grâce au secours néo-zélandais, quelques dizaines de baleines ont été retrouvées vivantes, mais on ignore pour l'instant les causes réelles de ce naufrage collectif de baleines. Fin de cette édition, je vous rappelle l'information que nous avons suivie en direct, qui a perturbé un peu le cours de ce journal, mais c'était le départ de la navette Discovery avec 7 personnes à bord, 19 minutes de retard, et John Glenn, 77 ans, le vétéran, 36 ans après, à nouveau dans l'espace. Il y sera dans quelques minutes en orbite autour de la Terre. Il va rester donc 8 jours dans cette navette Discovery. Et puis l'autre information, c'est la décision du ministre Claude Alain pendant les vacances à Toussaint d'appliquer à compter du 3 novembre prochain un allègement des programmes scolaires. Une coordination lycéenne a été reçue au ministère en toute fin d'après-midi. La météo, vous retrouvez donc Laurent Romeshko, et puis envoyé spécial avec un reportage aux États-Unis sur la lutte contre la délinquance juvénile et une enquête du cinéaste Patrice Lecomte sur les maladies orphelines. À 22h55, l'émission Comme au cinéma sera consacrée aux enfants d'acteurs. À 0h20, Florence Duprat pour le dernier journal de la rédaction, et puis demain à 13h, Carole Gessler, Rachid Arabe, et puis à 20h, Béatrice Schoenberg. À lundi, bonsoir, merci.